Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 49e podcast de Golasso. On vous a laissé un peu quelques semaines le temps des vacances, mais on se retrouve aujourd'hui pour évoquer le Sporting. En effet, nous avons fait Benfica, Porto, Braga, et on devait forcément faire le Sporting, le champion en titre du Portugal. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le 49e podcast, pour évoquer le Sporting, le champion en titre, le club qui a très bien démarré sa saison, club qui est entraîné par Ruben Amorim, qui comme avant-centre Victor Gyökeres. Et pour évoquer tout ça, j'ai un invité. César, comment tu vas, César? Alors bonjour à tous, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Pour l'instant, ça va très bien niveau sportif, donc on va pas s'en plaindre, quoi. J'imagine. Il y aura aussi un autre invité qui va venir nous rejoindre. Il est un peu en retard, il habite un peu loin, donc on va pas lui en vouloir. Il nous rejoindra ensuite au cours de la discussion où on évoquera aussi certains sujets. César, on va évoquer tout de suite le sujet, un sujet qui a fait énormément de débat en fin de saison dernière, le départ ou non de Ruben Amorim. On sait que toute la saison, ou même à chaque fois depuis 4 ans, les gens ils se posent la question à savoir si Ruben Amorim va rester pour la saison suivante. L'année dernière, il a été un peu dubitatif sur ce sujet-là. Il ne répondait pas vraiment, alors que les autres années, il répondait tout de suite comme quoi il est resté, pas de souci, etc. Et que l'année dernière, il a laissé un peu ce sujet de côté. Il n'a pas vraiment répondu avec franchise tout de suite. Il a même pris un avion qui est parti ensuite en Angleterre, ce qui a fait beaucoup parler au Portugal. Et moi, ma question, c'est quel regard tu portes sur cette continuité de Ruben Amorim, même si je pense que tu es très content qu'il reste, mais surtout, est-ce que tu penses que tous les débats évoqués en fin de saison dernière avec le fait qu'il parte ou non, ça peut poser problème sur cette saison 2024-2025? Je m'explique. Par exemple, en cas de contre-performance, par exemple dimanche, parce que là on tourne vendredi et dimanche, il y a un Sporting Porto qui va être alléchant à suivre. Imaginons qu'il perd contre Porto, qu'il y a ensuite 2-3 mauvais résultats. Est-ce que tu penses que les supporters vont commencer à évoquer ce qui s'est passé en fin de saison dernière? Est-ce que tu penses que ça peut poser problème aussi avec les joueurs, etc., d'avoir un entraîneur qui n'a pas été directement, qui a pris l'avion pour partir, enfin, pour parler avec d'autres clubs, etc. Est-ce que tu penses que ça peut revenir sur la table, ou tu penses que pas du tout, que tout ça a été mis de côté et que le club peut avancer désormais? Alors, par rapport au fait qu'il soit parti en Angleterre en fin de saison passée, honnêtement, je pense que c'était vraiment malvenu de sa part. C'était pas le moment, c'était vraiment dans le rush final du championnat, c'était pas du tout le moment pour faire ça. C'est un mauvais calcul, lui-même l'a admis. Ça n'a pas fait ça n'a pas une continuité plus grande parce qu'il a été champion en fin de saison. Et je pense que là, le fait d'avoir été champion, ça a un peu mis cette histoire sous le tapis, tu vois. Après, moi, honnêtement, je pense que c'est sa dernière saison. Ouais, je pense aussi. Chez nous. C'est sa dernière. Ouais. Champion, pas champion, il part en fin de saison. Ouais. Moi, je pense qu'aussi, le fait qu'il s'est permis ce voyage en Angleterre pour négocier, ça donne un mauvais exemple aux joueurs dans le sens où c'est l'entraîneur, c'est lui qui incarne l'autorité, et si tu te permets de faire ce voyage-là, tu ouvres la porte que les joueurs le fassent aussi, tu vois. Bien sûr. Dans le sens, l'autorité le fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? C'est ça. Et c'était vraiment pas... c'était pas à faire. Honnêtement, c'était pas à faire, c'était mal calculé. Je pense que si en fait, ce que j'ai peur, par exemple, c'est que, imaginons en cas de défaite, 2-3 défaites de suite ensuite, imaginons, je sais pas, il parle avec un joueur et le joueur il dit mais écoute, toi, de toute façon, t'es pas inscrit dans le projet parce que tu voulais partir, voilà, t'as pris l'avion, t'as voulu partir, etc. Est-ce que, moi, t'as pas à me donner d'ordre en quelque sorte. Et moi, j'ai peur que ça revienne un peu trop vite sur la table. Que tu penses que ça peut se passer ou tu penses que vraiment que pas du tout? Bah, tu vois, genre, moi je vois Ruben Amorim très fort en communication. Il a fait cette boulette. Il est devenu champion, donc les joueurs oublient un peu, et les joueurs oublient un peu ça aussi, enfin, je pense. Enfin, c'est mon avis dans tout ça. Le fait qu'en plus, pendant la fête du titre, il dit je vais rester, on va chercher le doublé. Enfin, on va rechercher le championnat là. Ça fait. Tu vois, ça permet un peu d'oublier la boulette qu'il a fait, je trouve.
Genre, il se donne cette année encore, on se donne à fond cette année, puis après on verra, c'est pas inscrit dans le futur. Mais pour cette année, je pense le fait qu'il annonce au bicampeonato fait que ça fait un peu oublier ce qu'il a dit, autant pour les supporters que pour les joueurs. C'est vraiment un truc que je pense. Puis en soi, après, on sait pas ce qui s'est dit dans le vestiaire quand cette histoire elle a fait un peu de bruit, on sait pas ce qu'il leur a dit. Mais tu vois, au niveau de communication, il est vraiment très très bon et je suis sûr qu'il a réussi à donner le change avec ses joueurs dans le vestiaire, sans qu'on sache ce qu'ils se disent. Ça, j'en suis sûr et certain. Par exemple, si c'était un autre coach pas aussi bon en communication, ça pourrait péter très facilement, honnêtement. Ouais, mais même avec la presse, en fait, il communique tellement bien qu'en fait, c'est tout ce qu'il fait, quasiment, ça passe comme une lettre à la poste. En fait, il n'y a pas vraiment exact, de exact. Il communique, puis il y a aussi les résultats derrière, parce qu'il n'y avait que la communication, ça ne fonctionne pas, tu vois. Mais il a communiqué, il a eu le résultat, puis il a annoncé de l'ambition. Donc, cette histoire, elle est un peu passée aux oubliettes, justement. Et je pense que ni dans le vestiaire, ni dans la presse, ça n'en parle plus. Enfin, dans les supporters, je pense que oui, mais moi, des fois, j'y pense de temps en temps. Fait que c'était à ça d'avoir fait foirer une saison quand même. Ouais. Mais c'est plus la préoccupation numéro 1 des gens, je pense. Ok, je vois. Donc, on va évoquer un autre thème, le mercato. Le mercato qui a été assez peu conséquent de la part du Sporting, avec notamment l'arrivée de Zeno De Bast, arrivé en provenance de Belgique, d'Anderlecht, pour environ 15 millions d'euros. Tu as aussi l'arrivée ensuite de Vladan Kovacevic, qui est arrivé pour environ 5 millions d'euros, qui remplace Adan. Et tu viens d'avoir l'arrivée de Maxi Arrojo pour 13 millions d'euros, qui jouait du coup, je ne sais plus où il joue. Toluca, voilà, c'est ça, qui est arrivé donc international uruguayen, qui est arrivé pour environ 13 millions d'euros. Mercato peu conséquent parce que c'était juste quelques retouches à faire du côté du Sporting qui ont été bien faits, à mon avis, notamment avec il fallait un nouveau gardien et vous avez pris un nouveau gardien. Oui, il fallait un défenseur central pour en quelque sorte anticiper le départ de Coates. Et Coates, bon, moi je pensais qu'il allait partir l'année prochaine, mais il est parti cette saison. Et il fallait aussi apporter de la concurrence à Nuno Santos. Et tu as aussi Maxi Rojo. Je pense qu'il reste encore peut-être un joueur à faire. Bon, le mercato va bientôt se terminer, donc ça va être compliqué. Il va rester, je pense, un avant-centre pour remplacer Paulinho, pour vraiment compléter vraiment au maximum cet effectif et faire un très bon mercato. Mais à mon sens, c'est un mercato qui est bien fait, parce que toutes les recrues, je pense, vont apporter quelque chose en plus au niveau de la qualité. Même si c'est pas encore non plus l'assurance tout risque, mais il faut voir sur la durée. Desbast a très mal commencé, mais je pense vraiment que c'est un très bon potentiel et un très bon joueur qui va progresser au fur et à mesure du temps où il va jouer avec le Sporting. Et Maxi Rojo m'a l'air d'être un très bon profil, à voir comment il s'adapte au Portugal, mais ça m'a l'air d'être vraiment une bonne pioche. Voilà, toi, le regard que tu portes sur le mercato, est-ce que tu es content, est-ce que tu es satisfait, est-ce que tu penses qu'il manque encore quelques joueurs? Quel regard tu portes vraiment sur ce mercato? Alors, en soi, je suis assez content quand même parce que on a vraiment fait que de la retouche. On est allé chercher des profils dont on avait besoin vraiment. On n'a pas acheté pour acheter, on n'a pas fait de grandes folies en soi. On a pris un bon décès pour pallier le départ de Coates. Je suis assez content en soi. Après, c'est vrai qu'il faut qu'il s'acclimate. C'est un championnat différent. Autant lui que Kovacevic, c'est des championnats différents, à un niveau différent. Faut du temps et qu'il s'habitue à l'entraîneur ou à de nouvelles méthodes, de nouvelles tactiques. Donc le fait que le début est un peu tiède, ça peut se comprendre aussi. Je suis assez content du mercato, sauf le fait qu'on ait perdu 3-4 mois sur un neuf qui ne viendra jamais. Ça, c'est assez embêtant. Ça m'énerve d'ailleurs parce que j'ai vu qu'on était sur un Danois Harder et que du coup, Brighton s'était mis dessus. Et je pense que le joueur, là, si tu te mets par exemple quelques jours ou quelques semaines avant, il y a moyen que tu le signes. Ouais. Et c'est assez embêtant, vraiment. Après, ça dépend comment Amorim il veut vraiment jouer, parce qu'il veut jouer qu'avec Gyökeres devant. Moi, je ferais confiance à Rodrigo Ribeiro, honnêtement, comme backup. S'il veut jouer avec deux, comme il avait déjà testé ou qu'il a déjà testé dans cette saison,
il faut obligatoirement chercher quelqu'un d'autre. Parce que tu peux pas faire une saison juste avec Gyökeres, Rodrigo Ribeiro et Gabriel Silva, tu vois, ça fait un peu trop light quand même. Ouais. Euh, c'est vraiment cette perte de temps sur Yoann, j'ai un peu de la peine, sur Alice. Fotis, on va dire, ouais, qui est assez dommageable, surtout que tu vois vraiment que le Pana, il fait tout pour ne pas faire cette vente, justement. À chaque fois, il repousse, change de modalité, change de prix. C'était vraiment une piste abandonnée bien plus tôt. Victor Roquet, je suis un peu déçu parce que voilà, quand tu joues à FM, tu vois Victor Roquet, t'es un peu content. Mais après, voilà, je connais vraiment pas son niveau actuel, donc je pourrais pas dire. Un peu déçu sur la question du neuf et sur un peu comment tu dis, la gestion des backups de la formation. Tu vois, tu vois, Matheus Fernandes, je peux comprendre que c'est pour garder les titulaires et que tu as une vision court-termiste sur cette année, sur cette saison où tu veux au bicampeonato. Mais c'est un peu dommage de vendre un des plus gros prospects que tu as de la formation qui est prêt à jouer. Tu vois. J'ai vu aussi qu'on allait prêter à défenseur central gauche au joueur Mounige, Henri Wave. Bah, ça, je peux comprendre en soi parce que tu vois, tu as quand même une. C'est bouché au niveau de la défense centrale. Tu as quand même Mateusz Reis qui est là pour faire les deuxième, troisième rôles. Donc c'est un peu bouché. Je préfère qu'il joue toute une saison, quoi. Puis ça parle aussi. Après, voilà, c'est les rumeurs au Portugal. Ça vaut ce que ça vaut. Rodrigo Ribeiro qui pourrait partir et ça, je pourrais vraiment pas comprendre. Dans un sens, je suis très content de l'ensemble. Il y a juste 2-3 détails qui m'embêtent sur ce mercato. Ok. Thiago, on accueille Thiago qui est arrivé un peu en retard, mais du coup, je vais évoquer les deux sujets qu'on a évoqués déjà, Thiago, avec César. La première, c'est déjà merci d'être venu, d'intervenir, mais surtout aussi d'évoquer un peu tout ce qui s'est passé avec Ruben Amorim lors de la fin de saison dernière, le regard que tu portes sur tous ces débats qu'il y a eu et si tu penses que ça peut jouer en sa défaveur au cours de cette saison. Comme je prenais l'exemple, imaginons que ça perd ce dimanche contre Porto et ensuite que ça lâche des points, que ça enchaîne un peu les défaites. Est-ce que tu penses que ça peut, que ce qui s'est passé la saison dernière avec le fait qu'ils prennent l'avion, etc., qui n'était pas vraiment sûr de rester, ça peut poser problème sur sa gestion de cette année? Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, tout simplement, c'est sur le mercato du Sporting. Est-ce que tu es content des arrivées du club qui sont quand même des vrais renforts, même s'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements? Je pense voilà, qu'il fallait ce genre de retouches. Il ne fallait pas beaucoup de mouvements autour du Sporting. Il fallait juste faire quelques retouches. Qu'est-ce que tu penses du mercato? Bon, déjà, merci de l'invitation, Alex. Avec plaisir. Mais, pour ce qui est de l'année dernière avec Ruben Amorim, sincèrement, je ne crois pas que ça leur a des impacts cette année. Déjà, je crois que l'année passée, ben, il s'était excusé, même lors des célébrations du titre, il avait fait une petite blague. Donc, je crois que la pilule a passé. Et je pense que, certes, il a fait une erreur, mais je crois que Ruben Amorim, ça reste probablement un des meilleurs entraîneurs au niveau de la communication. Et je crois que tout ça est passé. Donc, je ne crois pas qu'il y aura d'impact. On voit que le groupe est derrière lui. Donc, je crois que ça devrait être correct. Après, pour les transferts, cette année, bon, on a fait venir Zeno de Bast, un jeune défenseur central prometteur. Match contre Porto, ça a été compliqué. Mais je crois quand même que d'ici 1 ou 2 ans, si on lui laisse du temps, ça va être un des meilleurs d'ici du championnat. Je suis convaincu, il a beaucoup de potentiel, excellent à la relance, surtout avec une équipe comme le Sporting qui adore relancer vers l'arrière, avoir le ballon au pied. Il aura du succès, je suis convaincu. On a fait venir Kovacevic, j'en ai vu. Bon, Kovacevic, pré-saison, j'ai pas été convaincu. Il y a eu quelques sorties de but, c'était compliqué. Après, il sort son match contre Porto, c'était compliqué. Mais depuis 2 matchs, je trouve que c'est beaucoup mieux. Notamment contre le match contre le National, il sort une grosse parade à 1-1. Il remet l'équipe dans le match. Contre Farense, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il fait son arrêt. Et je pense qu'on ne peut pas lui tomber dessus aussi avec le match contre Porto. Le joueur vient d'arriver. On le met dans une situation qui doit gagner titre, il y a un titre en jeu contre un rival. La défense est jeune, il ne connaît pas. Donc je crois qu'il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient en sorte que ça va être compliqué pour lui. Et après, je trouve que bon, il est en train de reprendre confiance et demain, ça va être
un bon test pour lui, quoi. Mais Zeno de base, c'est lui qui m'a. Je suis heureux de sa venue, mais je suis quand même sceptique qu'on n'ait pas fait venir un attaquant. Quand je suis arrivé, j'entendais César en parler. Mhm. Le fameux feuilleton Ioannidis qui a duré 5 mois, finalement, qui ne viennent pas. Il n'est Déjà pas cet revenu. hiver, il y a déjà des rumeurs cet hiver de mémoire, non? Ouais, ouais, mais c'est ça, même plus que 4 5 mois. La saison Six mois. était pas terminée encore. Ouais. Ah Ouais. ouais. Et après, on est passé sur Roquet, tout allait bien. Real Betis rentre dans la course, il part. Et là, il y a le jeune Danois, Sporting est intéressé. Brighton rentre. Et on dirait qu'il va accepter l'offre. Et ce Mhm. matin, j'ai regardé un peu la conférence de presse de Ruben Amorim qui dit que bon, c'est pas terminé, qu'ils vont essayer jusqu'à la fin. On va voir, mais l'arrivée du Danois, j'étais un peu mitigé parce que je me dis si c'est pour faire venir un jeune joueur, autant faire jouer ceux que tu as maintenant, tu vois. Les Rodrigue Ribéry, les Raphaël Mel, que j'aime beaucoup, même si c'est serré, je trouve, pour un club qui veut gagner un bicampion, qui veut gagner une coupe, qui veut faire un beau petit parcours en LDC. Ça va être compliqué, sachant qu'en plus, Gyökeres va jouer des matchs avec la Suède, donc tu n'es pas à l'abri d'une blessure. Donc, je trouve qu'on va être un peu limite au poste de neuf. Et au milieu, je sais pas, avec la vente de Matheus Fernandes qui était pour faire venir un attaquant, au final, bah, tu perds les deux. Tu perds Matheus Fernandes et tu n'as pas d'attaquant. Après, tu as l'Uruguayen qu'on a fait venir, Araujo. C'est un joueur que j'avais vu pendant la Copa quelques matchs, j'avais beaucoup aimé. Il est polyvalent, j'avais écouté des entraîneurs parler sur lui. Il peut jouer en couloir gauche, ailier. Donc, il va pouvoir dépanner. Et je pense que Sporting a un petit problème cette année, c'est que la défense est très jeune. Il y a peut-être un manque d'expérience, parfois c'est fébrile. Et en allant chercher Araujo, bah, tu permets à Mathieu Reich de revenir derrière. Et ce manque d'expérience, peut-être que c'est lui qui va venir le combler, tu vois. Mhm. Parce que ça fait 4 5 ans qu'il est là, il approche la trentaine, donc il peut ramener cette stabilité derrière. Pour le milieu de terrain, Roux, il peut jouer à la place de Pote, tu peux défendre Pote au milieu, Ruben Amorim peut se permettre de jongler, tu vois, mais je trouve que c'est surtout la gestion de l'attaquant, la vente de Matheus Fernandes, parce que les deux, je crois, de ce qu'ils avaient été associés, ça a été mal géré, je trouve. Ça m'aurait pas dérangé, à la limite qu'on le vende, mais qu'au moins on ait un plan sûr derrière, mais là, on dirait que c'était pas. Ils se sont dit, on va le vendre, et probablement que ça va marcher, pas que c'était fait derrière, donc c'est ce qui m'a dérangé un peu. Ok, ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que ouais, la vente de Matteo Fernandes, c'est vraiment un message comme quoi tu te concentres vraiment sur le court terme, que voilà, on vend Ouais, une future pépite pour vraiment conserver nos meilleurs joueurs. Car on voulait pas, je pense que voilà, en fait, c'était soit tu vendais un Gyökeres, un Gonzalo Inacio, ou je sais pas, et tu conservais Matteo Fernandes, et soit bah, tu vendais Matteo Fernandes et tu arrivais à conserver les autres. Donc je pense que voilà, c'est vraiment une vision court terme. Euh, pour moi, un club doit travailler sur du moyen et long terme, mais bon, c'est le choix du Sporting, c'est un choix stratégique. On verra si ça paye ou pas. Les garçons, on va revenir sur ce début de saison. Début de saison très bon de la part du Sporting, mis à part ce match, ce retournement de situation contre Porto, un match un peu fou. Voilà, tu gagnes 3-0, tu finis pas perdre 4-3. Donc voilà, c'était vraiment un match assez fou à voir. Mais depuis, tu as 3 matchs, 3 victoires en Liga B-Win. Voilà, tu laisses une grosse impression comme en termes de niveau de jeu. Tu montres vraiment que tu vas même progresser par rapport à l'année dernière. On semble voir un Sporting encore plus fort que la saison dernière. César, voilà, quelles sont pour toi voilà, tes impressions sur ces premiers matchs? Est-ce que tu aimes ce que tu vois? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à améliorer? Voilà, ton ressenti un peu sur ces 4 premiers matchs même de la saison avec de ton club. Bah, on fait vraiment un début assez incroyable. On ne peut pas dire le contraire. À part le match de la Spartas où on perd contre Porto, mais ça, c'est plus qu'une défaite entre guillemets sportive, c'est vraiment une défaite mentale. Tu gagnes 3-0 quand j'ai pas pu voir la deuxième mi-temps parce que je devais travailler le soir. Et dès que j'ai vu le résultat à 3-2, j'étais là, c'est bon, on va perdre le match, c'est sûr. Ouais, enfin, j'ai vu le 3-2, j'étais là, c'est bon, on a perdu le match, c'est une défaite, ça a cassé un peu sur le moment même, ça a cassé un peu le mental des joueurs, je pense. Après, voilà, c'est un match, ça Supertas, est-ce qu'on soit, ça nous a pas fait du bien pour redescendre un peu sur terre, pour nous voir un peu moins beau que ce qu'on est vraiment, travailler sur justement cet aspect mental, cet aspect défensif, parce que ça nous a pas fait un peu du bien. Je suis bien content que par après, on a réussi à répondre assez vite. Rewav, ça reste quand même une équipe qui joue bien, tu vois, enfin, on a réussi à répondre. Après,
enfin, j'ai l'impression que des 3 premiers matchs de la saison, il y a quelque chose qui s'améliore. Tu vois, genre au premier match contre Le Havre, on redescend sur terre, on regagne ce match qui est très important, sinon tu continues dans une série assez horrible. Deuxième match, offensivement, c'est meilleur. Troisième match, c'est défensivement qui est, même au niveau du pressing, c'est meilleur. Je suis assez content de cette équipe en soi. Genre, j'aime bien sa manière de presser, sa manière de jouer rapide. Le fait que tu joues avec des pistons qui sont des anciens ailiers, tu vois, genre, tu as vraiment ce côté offensif que tu auras besoin contre les équipes qui vont jouer bien derrière, qui vont être bien serrées. Tu auras tout le temps un surnombre en attaque et ça, c'est très intéressant. Je suis assez intrigué par le 11 qu'il va mettre contre Porto. À voir s'il va continuer dans ses côtés très offensifs ou peut-être changer un ou deux joueurs ou à voir comment il va s'adapter aussi, qu'est-ce qu'il va faire pour aussi surpasser ce côté. Parce qu'il peut dire ce qu'il veut, le match contre Porto, c'est fini, il faut passer à autre chose. Ça reste quand même un peu dans l'inconscient des joueurs, cette défaite. Donc, il faudrait bien voir comment il amène la discussion sur ce match pour qu'il passe un cap contre Porto aussi. Ouais, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a même vu des dynamiques de jeu changer par rapport aux années précédentes. Avant, on avait vraiment le 3-4-3 basique de Ruben Amorim avec que ce soit en phase de possession, mais bon, sans ballon, ça se formait en 5-4-1, mais voilà, il y avait vraiment cette ligne de 3 derrière et ça bougeait pas. Là, on a vu notamment, surtout contre Porto, bon, ça n'a pas forcément fonctionné, mais là, contre Porto, c'était vraiment un 4-4-2. Là, on voit sur quelques séquences où on voit vraiment une ligne de 4 en première phase de construction avec Morita qui descend très bas et ça forme une ligne de 4 avec du coup Eduardo Quaresma qui se transforme en latéral droit et du coup Giovanni Kenda qui monte d'un cran. On voit vraiment des dynamiques de jeu qui changent d'une séquence à une autre. On voit vraiment que Ruben Amorim essaye de devenir de plus en plus imprévisible pour ses adversaires, mais prévisible pour le Sporting. Thiago, qu'est-ce que tu en penses de ces 3 premiers matchs, les 4 premiers matchs avec Porto? Est-ce que tu es content de ce que tu vois? Est-ce que tu penses encore qu'il y a des choses à améliorer? Ou bien que, voilà, que tu es très satisfait du contenu et des résultats aussi de la part du Sporting? Bon, pour commencer avec le match de Porto, bon, les 25 premières minutes, j'ai rien à dire. On était là, ça jouait, euh, on était fort, on était rentré fort. Après, je trouve que c'est un peu ce qui agace avec Ruben Amorim, c'est qu'au moment que l'équipe a une avance de 2-3 buts, on dirait qu'on veut gérer le match, Ouais. au lieu de continuer à appuyer sur l'accélérateur. Et ça, c'est ce qui me dérange un peu. Et bon, contre Porto, on l'a payé. Mais mis à part le match contre Porto, je trouve que j'ai rien à redire. Bon, défensivement, c'est sûr qu'on a toujours cette petite fébrilité, comme je disais tout à l'heure. La ligne défensive, elle est jeune, on a un nouveau gardien. C'est peut-être le point d'interrogation que j'ai derrière, mais offensivement, Sporting, on a quoi, 14 buts en 3 matchs, c'est fort. Et comme tu as dit, Alex, il y a beaucoup de combinaisons. On peut des fois rentrer à l'intérieur du jeu, Trinquant, Gogares, des fois, passe à l'aile, t'as Gini, t'as Giovanni Coenza Mm. qui pousse. Donc, non, franchement, offensivement, ça va être. Sporting, je crois, cette année, c'est le point qui est rassurant. C'est que derrière, on risque de prendre des buts, mais on risque d'en mettre aussi beaucoup, tu vois. Donc, c'est ce qui peut nous aider, mais défensivement, j'ai encore ce point d'interrogation. Mais après, offensivement, franchement, c'est très fort. Et le match contre Farennes l'a démontré. Le match aurait pu, Gyökeres rate 3-4 occasions devant le but. S'il les met, ça finit 7-8-0. Mais demain, ça va être un bon test de voir comment l'équipe va sortir contre Porto. Parce Tout que dépend. Porto, bon, cette dernière 2 semaines, c'est niveau recrutement, c'est très 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 fort. Victor Blum, bon, j'étais au stade la semaine dernière, j'étais au Portugal, j'étais voir Porto jouer, tactiquement c'est très intéressant ici, donc j'ai bien hâte de voir comme César a dit, s'il va partir avec Giovanni Cohen ou Jenny, s'il y a Matej Rech qui rentre, s'il y a Luc Sanch qui vient de revenir de blessure, Mm. rentre dans le 11. Donc ça va être intéressant de voir demain, mais sinon globalement l'équipe offensivement rien à redire, mais défensivement c'est peut-être là où j'ai un point d'interrogation, malgré que je trouve que du match en match c'est mieux. Je pense ouais, qu'en effet, ouais, ça va être intéressant à suivre parce que bah, d'un côté, s'il met Giovanni Kenda, c'est quand même une grosse preuve de confiance. Même là, le fait qu'il commence titulaire à 17 ans, c'est quand même une belle preuve de confiance. Mais le mettre titulaire contre Porto, alors que tu as Nuno Santos qui revient, c'est t'envoie un message fort quand même aux gens, aux joueurs. Donc, bah, je ne pense pas qu'il va faire ça. J'aimerais beaucoup. Mais à mon avis, je pense qu'il va remettre Jenny Catamo sur le côté droit et
et Nuno Santos qui apportera aussi autre chose, je pense, au niveau de l'aspect défensif. Mais ouais, c'est vrai que cette année, tu as quand même de quoi faire entre Maxi Rojo, Nuno Santos, Gini Catamo et Johnny Kenda. Tu es quand même bien fourni au niveau des ailes. Les garçons, dernière question, César, sur les objectifs du club, du Sporting. Surtout, voilà, quels sont les objectifs pour toi, pour le Sporting? Mais surtout, c'est quoi une saison réussie pour le Sporting? Alors, clairement, le championnat, ça c'est obligatoire, basiquement, enfin, dans le sens où tout a été fait. Le mercato, cette vision court-termiste avec Matheus Fernandes, ça a été fait qu'on garde les meilleurs pour gagner ce championnat. À partir du moment où tu ne gagnes pas ce championnat, je pense que la saison, elle est pas réussie, pour moi, honnêtement. Après, en Coupe du Portugal, l'a gagné aussi, ou en tout cas arrivé en finale, sûr. Après, Taça da Liga, moi, je m'en fous un peu. Enfin, ce championnat, cette coupe, voilà, quoi. Elle est importante parce que ça reste un trophée, mais en soi, c'est pas celle qui m'émeut le plus, quoi. Puis en Ligue des Champions, en dehors du fait que le Sporting ait pris Arsenal et Manchester City, je suis assez content du tirage encore. Non, ça aurait pu être bien pire. Je pense que le but, ça serait d'arriver au 8e. À partir des 8e, ça serait du bonus. Après, vu que c'est quand même un nouveau format, c'est dur de se dire la possibilité d'arriver au 8e, que ce soit. Ça serait pas dans les 8 premiers, clairement, ça serait dans les. Jusqu'à 24, il me semble. Les 24 premiers. 16, ouais, je sais plus. Ouais. Le but, ça serait d'être là, quand même. En gros, les 8 premiers sont qualifiés directement en 8e. Après, tu as des barrages entre le 8e et le 16e. Non, entre le 9e et le 24e de mémoire. Ouais. Voilà, le but, ça serait d'arriver au 8e via le barrage. Okay. Je pense. Après, ça dépend du tirage aussi, bien sûr, parce que. Mais justement, vu que c'est un nouveau format, c'est dur à comment dire, à imaginer ce qui pourrait arriver. Tu vois, c'est compliqué j'ai le mot, je perds mes mots, mais tu vois, c'est compliqué à imaginer. Ça resterait comme ça. Mais voilà, vraiment championnat, Coupe du Portugal et 8e via les barrages, Ligue des Champions. Là, ça serait réussi. Et après, dans le jeu, que ce soit toujours offensif. Il n'y aura pas de titre pour toi, s'il n'y a pas de titre de champion, pour toi, c'est c'est une mauvaise saison? Moi, je pense. Après, tout peut arriver, tu vois, si tu perds le titre. Non, en vrai, non, je ne considère pas le fait que tu aies vendu un jeune pour garder tes meilleurs joueurs et le fait que tu ne gagnes pas le titre, pour moi, ça serait saison ratée. Tu as quand même une continuité d'équipe de l'année passée. Tu as basiquement, dans les meilleurs joueurs, je trouve qu'on a Yulman qui est un des meilleurs milieux, voire le meilleur milieu du Portugal, Ligo Cales, le meilleur attaquant. Après, en défense, ça peut se calculer. Le gardien, on ne connaît pas encore assez comparé aux autres. Vu l'investissement de l'année passée, qui est sur la continuité de cette année, qui est pour le bicampeonato, le fait de ne pas le gagner, pour moi, ça serait raté. Après, si on ne gagne pas le championnat et que par pur miracle, on gagne la Ligue des Champions, ça serait réussi. Mais bon, ça serait moins probable, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que, de toute façon, c'est vrai qu'on a cette chance au Portugal aussi d'avoir 3 gros clubs, avec Braga 4-4e, mais qui est quand même moins gros que les autres. D'avoir en fait ce genre d'équipe, ce genre de club, que ce soit Benfica, Porto, Sporting, doivent lutter du moins ou doivent gagner le titre chaque année. Et à partir du moment où le titre n'est pas gagné, c'est vrai que ça devient vite une mauvaise saison. Pas une mauvaise saison, une saison qui est pas réussie. Thiago, du coup, même question pour toi, les objectifs et que peux-tu appeler une bonne saison pour le Sporting? Pour moi, comme César dit, c'est un championnat qui est obligatoire. Je crois que ça fait, je sais pas combien d'années que Sporting n'a pas été champion. Donc pour moi, ça c'est la priorité. Après, je trouve que 70 ans. Ça fait 70 ans. J'avais le chiffre en tête, mais j'avais peur de m'avancer. Mais oui, 70 ans, donc ce serait avec l'équipe qu'on a. J'aime pas parler de comparer les rivaux parce que bon, du papier, ça reste du papier. Et faut rester avec notre équipe, concentrer sur notre équipe. Mais si je regarde les rivaux, je me dis quand même le Sporting est un peu au-dessus.
surtout avec ce qui se passe actuellement, par Mhm. exemple à Benfica, le meilleur mercato, bon, assez dur à comprendre. Porto qui revient fort, Victor Bruno, ça va être à surveiller, mais je trouve quand même que Sporting a cette stabilité que les deux autres clubs n'ont pas. Et pour eux, ils ont peut-être une légère marge, un léger pied en avant. Mais, pour moi, un championnat obligatoire, et pour moi, même un doublé, ça serait quasiment obligatoire parce que je trouve que bon, le Sporting, on reste sur notre fin. Ça fait deux coupes de suite au championnat qu'on perd. On perd la tasse contre Porto l'année dernière avec Saint-Just qui prend un carton rouge, Gini qui concède le penalty. Là, cette coupe euh, qu'on gagne 3-0, on la perd. Mais moi, je trouve qu'il faut absolument un doublé. Donc, le championnat obligatoire et une coupe à côté parce que bon, je trouve que Ruben Amorim, avec le projet qu'on a, bon, on a une équipe jeune. Cette équipe jeune, elle est faite pour bâtir quelque chose à long terme. Donc, déjà, il faut que tu confirmes au niveau national. Et ça passe pas par un championnat. Mhm. Il faut des coupes. Il faut, il faut ramener au niveau national et après, il faut penser au niveau européen. Donc, ça, c'est mon prochain point. Champions League, bon, pour moi, ça serait passer la phase des groupes, on va dire, la grosse phase de groupe. Parce que Sporting s'en sort plutôt bien aussi avec le tirage. Et pour moi, si on arrive à prendre une équipe qui est moyennement bonne, peut-être penser à un quart de finale, peut-être, pourquoi pas. Mais vraiment, pour cette année, je trouve que c'est de confirmer au niveau national. Et une fois que ça c'est fait, qu'on est stable au niveau national, peut-être dans la Champions League, les autres années, penser à un huitième, un quart, peut-être un demi, de pousser tranquillement, mais au niveau national, pour moi, un championnat, c'est pas suffisant, surtout qu'on reste sur notre fin avec les deux coupes de tasses qu'on perd de suite. Donc pour moi, il faut Mhm. absolument une autre coupe à côté. Et la Champions League, bon, on fera ce qu'on a à faire, mais pour moi, essayer de commencer à titiller, tu vois, les équipes européennes, de montrer que bon, le Sporting, niveau national, ils sont là, mais au niveau européen, ça arrive. Et je pense que avec Ruben Amorim, on a tous les raisons d'avoir de l'espoir, parce que bon, il connaît le groupe, il y a une stabilité qu'il n'y avait pas au Sporting les dernières années. L'équipe est jeune, donc fait pour bâtir l'avenir. Et je pense que Ruben Amorim, c'est un entraîneur qui se réinvente de chaque année, parce que si on regarde le Sporting d'il y a 4 ans, qu'on prend le titre en 2020 et maintenant, déjà l'effectif, c'est pas pareil, mais la façon de jouer, comme tu as dit, entre Alex, c'est pas un 3-4-3, là, il n'y a plus rien. C'est beaucoup de mouvements, c'est un jeune entraîneur, il veut progresser, il veut apprendre. On l'a vu contre le match contre l'Atalanta à l'Europa League, quand après le match, il déclare que bon, la façon de précéder de l'Atalanta, c'est l'avenir du foot. Cette année, c'est exactement ce qu'on voit. Il fait exactement la même chose. C'est pressing haut, on est agressif, chacun est joueur. Donc, je pense que si euh, l'équipe continue à évoluer, Ruben Amorim continue à évoluer, bah, dans un avenir loin, rapproché, peut-être dans 2-3 ans, si tout va bien, bah, le Sporting peut tranquillement penser à un quart, demi-finale de Champions League, tout en étant constant au niveau national, en remportant des championnats, des coupes. Donc, pour moi, je trouve qu'un championnat, c'est pas suffisant. Il faut le championnat en priorité et une coupe encore à côté pour vraiment confirmer notre statut euh, au niveau national et par la suite peut-être penser à faire des parcours en Champions League. Ok. Ouais, d'autant plus que tu sens vraiment que là, sur la quatrième voire cinquième saison de Ruben Amorim, il a vraiment atteint l'équipe qu'il voulait en fait. Au niveau des profils des joueurs, c'est vrai que voilà, l'équipe qu'il avait quand il a repris le Sporting n'a rien à voir avec celle qu'il a maintenant. Et même au niveau des dynamiques de jeu, c'est vrai que là aujourd'hui, il a tout ce qu'il faut, il a tous les outils en main pour réaliser une top saison. Il avait déjà des très bons outils l'année dernière, avec notamment l'arrivée de Gyökeres, qui était vraiment l'attaquant qui lui correspondait au maximum et qui voilà, c'était vraiment l'attaquant au profil Ruben Amorim. Et là, en fait, donc, conserver Gyökeres, conserver Mjlund, mettre une concurrence à Nuno Santos avec Maxi Araujo qui est encore, je pense, pour moi, plus fort et plus complet que Nuno Santos. Bon, peut-être pas tout de suite parce que le temps qu'il s'adapte, etc., ça va prendre du temps, mais en termes de potentiel, il est peut-être meilleur que Nuno Santos. Tu as le départ de Coates, que oui, c'est vrai que c'est un patron au sein de la défense, mais il avait quelques lacunes au niveau de la gestion de la profondeur, à cause de sa vitesse, au niveau de la relance. Là, tu as quand même trois jeunes joueurs qui sont très forts dans la gestion de profondeur, dans la relance. Donc, tu as vraiment, là, Ruben Amorim aujourd'hui a l'effectif qu'il voulait en fait depuis le début et qui lui correspond totalement. Donc, forcément, comme tu as dit, Thiago, il faut au moins gagner le titre pour confirmer l'assise que tu as, enfin l'assise, le début d'assise que tu as mis en place au Portugal. Et sans titre, ça serait un retour en arrière un peu pour le Sporting. Euh, les garçons, j'ai fini au niveau de mes questions. Est-ce que vous avez un sujet ou quelque chose que j'ai oublié d'évoquer et dont vous voulez en parler?
Vu que la liste de Roberto Martinez est sortie, on peut enfin voir des joueurs du Sporting. Là, il y en a 4, c'est ça? Ouais, il me semble. Trinquant, Salina, Pote, Pote, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez scandaleux de ne pas voir Pedro Gonçalves et Trincão à l'Euro. Content de les voir ici. Kenda, pour moi, c'est encore un peu trop tôt, mais bon. C'est tôt, mais j'ai l'impression que c'est vraiment en mode ah, vous êtes plein les Sportingistes, voilà, vous en avez 4 d'un coup, maintenant vous allez vous taire un peu. Et puis il est tellement fort, c'est tellement un crack générationnel que c'est pas non plus scandaleux de le C'est pas scandaleux, mais moi je trouve ça tôt, tu vois. Enfin, il a fait 3 matchs en première. C'est trop tôt. J'ai pas envie. Tu vois, après, il y a aussi la question de. Vu que la Ligue des Nations, c'est des matchs officiels, c'est aussi peut-être tu le fais jouer 20 minutes et comme ça tu le bloques pour la sélection portugaise aussi. Ouais, c'est une possibilité. Même si je crois qu'il y a une nouvelle règle qui est mise en place, c'est que jusqu'à 21 ans, si tu as fait plus de tel match, combien de matchs avec une sélection, tu peux encore changer. Il y a un truc comme ça pour justement éviter ce genre de truc. De toute façon, je pense que Johnny Kenda va jouer chez nous et il n'y aura pas de problème là-dessus. Thiago, est-ce que tu as quelque chose d'autre à évoquer? Non. Non. Toi, Alex, comment je peux dire ça? La saison du Sporting, tu t'attends à quoi du Sporting en fait, cette année? Niveau Moi, national, etc. de ce que je vois actuellement avec au niveau des recrues et des matchs qui ont eu lieu, c'est pour moi encore la meilleure équipe du Portugal. Même s'il faut faire attention à Porto, je suis très surpris par Porto, avec Vitor Bruno, qui me plaît beaucoup ce qu'il fait là. Mais je pense qu'avec voilà, tu as gardé tous tes meilleurs joueurs, et tu t'es renforcé avec des joueurs qui m'ont l'air très bons. Je ne vois pas comment tu peux perdre le titre. Pour moi, le Sporting me semble encore être la meilleure équipe du Portugal. Donc, je pense qu'ils doivent être champions au minimum. Si tu dois un doublé, ce serait bien aussi. Comme tu as dit, ça ferait passer un cap au Sporting. Je pense que le Sporting a besoin aussi de ce genre de faire le doublé. Et c'est important pour ce club-là. Et en Coupe d'Europe, ouais, au moins faire les barrages minimum. Je pense que le Sporting peut finir entre 9 et 24e sans trop de soucis. Et si tu peux taper un 8e des finales, ce serait déjà très bien. Et un quart, ce serait encore mieux. Mais voilà, je pense qu'au Portugal, au moins, tu dois au moins faire le doublé. Moi, je vois le Sporting encore meilleur que les autres. Je peux me tromper encore. Mais de ce que je vois et au niveau du mercato, pour moi, le Sporting est meilleur que les autres et doit remporter ce championnat. Et surtout que je trouve que le Sporting, chaque année, ça évolue tant au niveau des recrues, tu vois. Si on regarde il y a 2 ans, par exemple, quand on finit quatrième, on recrute combien? 5 6 joueurs. On recrute la quantité en avant de la qualité, tu vois, des Rochis, des Talons, des Sotiris, des Arthur Gomes, plein de mecs qui sont plus là, qui, bon, forcément, au niveau de l'équipe, on fait du surplace, on perd une année techniquement parce que, on gagne pas de trophée, on finit quatrième, on se fait éliminer en troisième tour contre Valsing en coupe. En Champions League, on finit troisième avec Marseille, Francfort. La double confrontation contre Marseille, c'était une catastrophe. Et là, je crois que le club a compris qu'il faut de la qualité en avant de la quantité, tu vois. Au lieu de claquer 20 millions sur 6 mecs moyens qui ne relèvent pas ton niveau d'équipe, bah, autant claquer, comme on a fait l'an dernier, 3 recrues à 50 millions. Gyökeres, Yulman et bon, Fresneda pour l'instant, c'est compliqué. Mais cette année, je pense que c'est ce qu'ils ont fait aussi avec De Bast, Aroro et Kovacevic. Ouais, Si on continue comme ça, bah, tout devrait bien se passer. Mais c'est ce que je crois que le club a bien compris qu'il faut de la qualité en avant de la quantité, parce que la quantité, ça. Au niveau de l'équipe, il n'y a pas de concurrence. Au niveau de l'équipe, c'est du surplace. Et, bon, ça donne ce que ça donne comme il y a 2 3 ans, tu vois. Il faut mettre faut mettre en avant aussi le département de scouting qu'il y a au Sporting. Quand tu compares à quoi, 4-5 ans, 5-6 plutôt, dernier jour de mercato, tu ramènes José Rodriguez et Bolasi, tu vois que le département scouting, il a pris de l'importance. On a et t'as dit Jesse du Real, le PSG, on l'a ramené chez nous, ces tracks-là. Enfin, tu vois, genre, tu vois l'importance de département scouting qui s'est développé au Sporting, et je pense que ça, c'est très très important aussi pour l'après Amorim. Tu vois, enfin, qu'on ait un club qui fonctionne bien sans les têtes pensantes dans le genre, sans le coach, qu'on a un club qui est structuré correctement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir parce que on a vu les galères que Sporting a connues ces années quand même des fois au niveau des transferts. Après, je ne cache pas que j'ai peur pour après Amorim aussi.
Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que Ruben Amorim, c'est un peu lui qui tient le Sporting. Ouais. Mais c'est vrai que l'après Amorim va être très pas compliqué, mais va être très comment dire, hypant à regarder. On va suivre ça de très près parce que si le Sporting arrive à continuer à performer sans Ruben Amorim, ça veut dire que le club est vraiment travaille bien et qu'il est bien géré. Si par contre tu retombes dans tes travers après le départ de Ruben Amorim, ça voudrait dire en fait que c'était vraiment lui l'homme de la situation. Et c'est vrai que César souligne un truc très important, c'est que tu as un bon département de scouting et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important pour un club en 2024. Mais tu vois, genre, j'ai l'impression qu'Amorim, il a apporté une professionnalisation dans ce club qui restera malgré qu'il parte, tu vois. Justement avec le scouting, avec ses améliorations dans le stade, ses améliorations dans le centre de formation. Ogouvian qui s'est amélioré en directeur sportif, même si c'est totalement raté sur la question du 9 cette saison. Genre, il s'est bien mieux amélioré, que ce soit dans la négociation. Amorim, il a apporté un côté professionnalisant qui restera quand il partira quand même. Et ça, c'est assez encourageant. J'ai peur pour l'après Amorim parce que le choix du coach, ça peut être foiré comme dans tous les clubs. Mais il y aura une structure qui restera là quand même. Et ça, c'est. Pour qu'on se champion, Ruben Amorim a amené de l'exigence au club. Si on recule il y a 5-6 ans, 7 ans, le Sporting, les gens disaient ouais, si on peut arriver à venir titiller les deux en avant, de venir déranger et tout, on sera content. Alors que cette année, tu dis Sporting qu'on finit deuxième, il pète tout, tu vois. Donc il y a vraiment cette exigence que Ruben Amorim a ramené une exigence de la gagne que le Sporting doit gagner. Si toute autre chose que le titre, c'est un échec, alors que si tu recules il y a quelques années, le Sporting, un top 3, à peut-être une dizaine de points du premier, on se dit, bon, on n'était pas loin, alors que maintenant, il faut être champion, sinon ça fonctionne pas. Mais pour l'après, Ruben Amorim, il y a 2-3 ans, pas qu'on n'était pas loin, mais ça a frôlé la catastrophe. Quand on finit quatrième, le club décide de le garder, il y en a beaucoup qui voulaient son départ. Et l'année dernière, c'était un peu l'année dernière, du coup, quand on est champion, c'était l'année de la dernière chance. Parce que avec l'investissement qu'on fait, si tu n'arrives pas à gagner, soit on gagne, soit tu prends la porte, tu vois. Donc on n'était pas loin. Oui, vas-y. Même lui, il le disait, tu vois, genre, si je reste 2 années sans rien gagner, foutez-moi dehors, quoi. C'est que je suis pas la personne de la situation, tu vois. Même lui, il se met une certaine pression, puis ça fait plaisir quand même quand. Mais c'est ce que je dis, il a ramené, comme tu dis, du professionnalisme et de l'exigence, tu vois, de gagner. Et après, bon, Dieu merci, tout s'est bien passé l'année dernière, mais si ça s'était mal placé, ça aurait été compliqué hein, pour le Sporting, niveau financièrement, sportivement. Financièrement, bon, on n'a pas d'argent. Les mecs comme Guillaume Pérez et tout, Guillaume Pérez qui dit clairement qu'il vient au Sporting pour Ruben Amorim, c'est Ruben Amorim n'est plus là, hein, Guillaume Pérez est parti. Hein. Donc on a été très, pas chanceux parce qu'on l'a mérité le titre l'année dernière, mais ça s'est bien passé, et ça on peut être heureux. Mais là, après Amorim, je t'avoue que ça fait un peu peur, mais comme Alex l'a dit, si le club continue à performer, c'est que la structure est bonne, mais si ça ne performe pas, c'est que Ruben Amorim, c'était vraiment le patron du club. Tu vois. Totalement, les gars. Écoutez, les gars, merci pour ces 45 minutes de pur plaisir de débattre avec vous, de parler de votre club. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pris plaisir à discuter de ce club-là, de votre club préféré. Les garçons, je vous remercie. Merci de votre temps, merci de votre intervention. Et pour les auditeurs de Golasso, voilà, on se retrouve très bientôt. La saison a commencé. Donc voilà, comme on vous a dit, on fera de plus en plus de podcasts. Et donc restez connectés. N'hésitez pas à liker nos contenus, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Merci les gars encore du fond du cœur et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à, Merci à toi. Ciao, ciao. Bye.